d'intérêt public pour la formation et l'insertion professionnelle de l'Académie de Nice. Aujourd'hui, nous sommes ensemble dans le cadre du projet Sistina. C'est un projet du programme Interreg Maritime. Alors, le projet vise à créer un système pour un tourisme innovant, un projet qui est transfrontalier entre la France et l'Italie. L'objet des formations proposées doivent permettre d'optimiser la compétitivité touristique. Nous vous avons proposé déjà dans un premier temps une formation e-learning que vous avez peut-être déjà suivie, qui était basée sur le thème du marketing touristique. Je suis aujourd'hui en compagnie du professeur Jean-Pierre Losato-Giotard. C'est anciennement un directeur du pôle de management et de projets touristiques professionnels à Paris-Sorbonne. Il est également membre de l'association des experts et des professionnels du tourisme. Et vous faites enfin partie de la Commission nationale qualité tourisme de France. Alors aujourd'hui, le professeur va vous proposer une première séquence d'une quarantaine de minutes pendant laquelle vous allez pouvoir aller plus loin. Vous allez pouvoir découvrir en détail ce que vous avez peut-être pas pu voir pendant la formation e-learning et vous aurez à la fin de cette formation d'une quarantaine de minutes la possibilité de poser des questions en direct. Donc n'hésitez pas à les noter pendant la formation. Je vous laisse la parole, monsieur Jean-Pierre Losato-Giotard, et je vous souhaite à tous une bonne formation. Merci Guillaume, merci. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons un petit peu aborder les bases on va dire, du tourisme aujourd'hui. Et si j'ai dit tourisme aujourd'hui du rêve à la réalité, c'est parce qu'on va rappeler tout de même quelles sont les motivations des clients, des touristes. Et dans un premier temps, dans cette première séquence, nous aborderons surtout les choses fondamentales qu'il ne faut pas rater, quel que soit d'ailleurs le type de métier touristique que l'on exerce. Il faut savoir que de toute façon, on a toujours des bases communes. C'est ce que je vais essayer de démontrer dans cette première séquence aujourd'hui. La première chose qu'il faut poser, c'est dans le fond, comment ça marche le tourisme. Je dis tourisme aujourd'hui en sachant que, en fait, le tourisme, ça fait déjà des décennies que ça fonctionne. Et ce tourisme, il n'a pas tellement changé de nature. Et il a surtout changé en termes de pratique et de destination, ce que nous verrons. Mais je voudrais rappeler d'abord de quoi il s'agit lorsqu'on parle de tourisme. Au départ, c'est toujours un rêve. Alors ce rêve, qu'est-ce que c'est ce rêve? Par exemple, quelqu'un se dit, tiens, je rêve d'aller aux Seychelles, aux Maldives, ou d'aller en Corse, ou d'aller sur la Côte d'Azur. Ça, c'est une sorte de rêve au départ. C'est virtuel. Mais ensuite, ça devient une réalité. Et cette réalité va se schématiser autour de 4 éléments que vous pouvez apercevoir. Alors, ces éléments, c'est quoi? C'est d'abord la destination. Cette destination, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, moi, une destination dans le Var, une destination en Toscane, en Ligurie, en Corse, où l'on veut. Et puis, cette destination, elle est toujours liée à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la pratique. Quelle pratique touristique on va avoir? Et surtout, lorsque ça devient réalité, c'est le transport, c'est le temps qu'on y passe, ce sont les services dont on a besoin. Et puis, il y a des externalités dont je parlerai un peu plus loin. Les externalités, ça veut dire quoi? Ce sont les facteurs que l'on n'arrive pas à maîtriser spécialement. Alors du coup, je voudrais quand même montrer de façon plus pratique ce qui tourne autour du touriste. Alors, le touriste, c'est quelqu'un qui va se retrouver effectivement dans un voyage. Vous voyez donc tout de suite là, dans cette diapo, le voyage, ça lui permet d'atteindre la destination et l'hébergement et la restauration. Car en effet, sans restauration, sans transport et sans hébergement, le touriste s'arrête, c'est bien clair. En tout cas, là, nous avons déjà des acteurs qui jouent un rôle essentiel. Ce sont les services dans le cadre du tourisme. Et puis, il va pratiquer des activités, comme vous le voyez. Les activités, ça peut être des activités multiples, des pratiques en mer, des pratiques sur terre, et ça peut être aussi du shopping à terre. Le shopping prend pas mal de place aujourd'hui dans le tourisme. Et donc, ça tourne. Voilà, c'est un système qui fait que tourner, 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 et nous allons voir de façon plus précise de quoi il s'agit. Alors, voilà la complexité des enjeux. Je parle des enjeux parce que les enjeux, ils ne sont pas seulement pour le touriste. C'est surtout pour les territoires d'accueil et pour les entreprises, pour les administrations. Et ces enjeux, vous voyez, ce sont des enjeux qui entraînent une chaîne d'acteurs. Alors, les enjeux, ils sont complexes parce qu'il y a l'économie, il y a le culturel, on veut faire connaître ces produits. Et puis, il y a une chaîne d'acteurs. C'est incroyable, tous les gens qu'on trouve dans ce tourisme. Regardez. Si on prend les privés, dont certains d'entre vous font partie,
Il y a des banques. Les banques, qu'est-ce qu'elles font? Oui, les banques jouent un rôle dans le tourisme, parce que c'est elles qui financent des projets, par exemple. Il y a des investisseurs, il y a des transports, il y a des services, il y a des tour opérateurs, il y a des distributeurs, il y a des agences, il y a des médias, il y a des consulting. Donc tous ces acteurs-là, il va falloir qu'ils forment une chaîne et qu'ils répondent aux demandes de la clientèle. Et dans le secteur public, nous avons des ministères, des régions, des directions régionales, des départements. Nous avons... il faut retourner en arrière, là, s'il vous plaît. Voilà. Il y a un petit problème parce qu'on n'a pas la bonne diapo, on faisait. Donc ça va. Donc du coup, tous ces acteurs, il va falloir qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, le tourisme, il est compliqué, c'est pas simple, il y a des transformations technologiques, et puis surtout, les attitudes des touristes ont changé. Autrefois, je sais pas, moi, à mon âge en tout cas, les parents, ils allaient sur une plage, c'est toute la journée, quoi. Ou alors, ils allaient à la montagne, ils restaient toute une journée, et puis des fois, ça durait 3 semaines, 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'était ce que j'appelle le touriste marmotte. Voilà, c'était marmotte. On avait quelques pas, on ne bougeait plus, c'est suite. Aujourd'hui, terminé. On a un caméléon. Et vous devez vous en rendre compte si vous êtes dans le champ touristique, notamment commercial. Ce caméléon, un jour, il veut faire, je ne sais pas, une randonnée cycliste. Un autre jour, il veut aller visiter un centre culturel. Un autre jour, il part à la mer, puis c'est la montagne. C'est hyper compliqué, finalement. Et c'est pour ça qu'il faut quand même revenir à bien connaître les segmentations des gens, et puis en même temps, quelles sont les bases qu'il ne faut pas rater au départ. Suivante. Voilà. Alors, voyons un petit peu. Votre activité, laquelle est-ce? Ça peut être, je ne sais pas, vous travaillez peut-être comme agent portuaire, vous êtes dans des ports de plaisance, notamment maritimes. Hein, voilà. Vous savez que la Méditerranée, au fait, au passage, hein, c'est la plus grande concentration de ports de plaisance du monde, au fait. Hein. Et j'ai fait un calcul, moi je fais des calculs, je fais de l'ingénierie. Hein. Alors les calculs montrent la chose suivante, c'est que si on prend par exemple, hein, si on part depuis, on va dire, l'Italie, la Sicile, et que l'on aille jusqu'à l'Espagne, on a en moyenne quelque chose comme tous les 10 km, moyenne 10, 15 km, on a un port de plaisance. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, hein? Bon. Et les ports jouent un rôle essentiel, notamment dans le maritime. Puis il y a les services de transport. Les transports, c'est beaucoup de choses. Il y a d'abord les transports, évidemment, qui servent à amener les touristes de loin, et puis il y a les transports locaux. Les bus, les navettes, tous les systèmes de transport qui permettent d'irriguer, si j'ose dire, les territoires touristiques. Et puis, au-delà de tout ça, il y a ceux qui sont les acteurs en direct avec les touristes, notamment les offices de tourisme, les agents de voyage, les tour opérateurs, les guides touristiques. Et les guides touristiques, c'est un peu à la fin du système, hein, ils sont très très importants à la fin du système, parce que c'est eux, hein, quand il y a des excursions, la réussite finalement, hein, on va dire, d'une excursion ou d'un itinéraire touristique, c'est très lié à la capacité de l'acteur, j'appelle ça l'acteur qui est le guide touristique. Et puis, il nous faut des produits. Bon, il y a des artisans, il y a des restaurateurs, il y a des viticulteurs, il y a même des responsables de sites et de spectacles. Il y a même des spectacles, il ne faut pas oublier. Et les spectacles, là aussi, nous verrons, il y en a pas mal. Je crois avoir connaissance que si l'on prenait seulement la Côte d'Azur au sens large, en partant évidemment depuis la côte varoise jusqu'à l'Italie voisine, en Ligurie, pendant la période, on va dire, estivale, on n'a pas moins de 4000 événements, spectacles, petits ou grands, vous voyez ce que ça veut dire, tout ça. Et puis, le rôle des associations. Oui, les associations jouent des rôles importants, les associations qui contribuent au tourisme. Alors, il y en a, par exemple, qui s'occupent des handicapés. Le tourisme qui s'occupe des handicapés, qui cherchent les techniques et les moyens de transport pour les amener. Il ne faut pas oublier que les handicapés ont droit au tourisme aussi. Et puis, il y a des associations qui s'occupent de la mer, soit parce qu'elles offrent des prestations, c'est pour apprendre aux gens à faire du surf ou à naviguer. Hein. Et puis, il y a des associations qui s'occupent aussi, je dirais, des impacts du tourisme. Il y en a, hein, voilà, comme SOS Grand Bleu, par exemple, sur les Côtes d'Azur, qui font des campagnes sur les déchets, ou tout simplement qui proposent aussi
ce qu'on appelle le whitewashing, hein, c'est-à-dire d'aller voir les cétacés à quelques 6000 marins de la côte. Et vous voyez, la question qu'on pourrait se poser en ce qui vous concerne, c'est quelle est votre activité à vous et quelles sont vos offres en fonction des itinéraires. Différence entre entreprises et territoriaux. Alors ça, c'est important parce que je pense que chacun ou chacune d'entre vous se trouve dans un de ces cas particuliers. Et les différences entre entreprises et territoriaux, c'est que les objectifs, parfois ils se ressemblent, mais ils ne sont pas toujours tout à fait les mêmes, pour schématiser rapidement. On voit bien que les objectifs des entreprises, c'est vu, hein, c'est la rentabilité, c'est la marge, c'est l'investissement, c'est le marketing. Personne n'échappe à ça, c'est pas nouveau. Hein. Mais pour arriver à ces objectifs, pour être durable, si je veux dire, une entreprise peut-elle être durable? Voilà la question. Hein. Pour être durable, là, il faut évidemment bien connaître ses marchés, bien connaître ses produits, les moyens de distribution et autres. Nous verrons d'ailleurs, certainement, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais surtout dans la deuxième séquence que nous proposons bientôt, nous verrons que là, il y a des outils très importants pour réussir, quoi. Je fais qu'une petite parenthèse pour vous dire à quel point c'est pas si facile. Hein. Tout le monde connaît les grands groupes, Pierre et Vacances, Club Med, Disney Paris. Eh bien, sachez que quand on regarde tous ces groupes touristiques, il n'y en a aucun qui a dépassé 35 ans de rentabilité touristique. Et si je dis ça, c'est que éventuellement, quand il y aura des questions, je pourrai répondre et vous dire quelles sont les sources de ce que j'avance. Pour ce qui est des territoriaux, je m'entends, c'est les communes, c'est tous les gens qui travaillent sur ces territoires. Alors, quels sont les objectifs? Les responsables territoriaux, les maires, les conseillers régionaux et autres, nous disent « Ah, moi, ce que je veux, c'est que le tourisme, vous savez, ça apporte de l'emploi, de l'économie, des retombées, des subventions, que ça valorise le patrimoine. Et puis, il nous faut informer les gens de nos territoires, de l'attractivité de nos territoires. Il y a tout ça, quoi. Et c'est pas si simple non plus, parce qu'il faut évidemment bien se positionner par rapport à ses capacités réelles territoriales, si je veux dire, quelle est l'offre qu'on a, ensuite comment on fait connaître cette offre, comment on gère cette offre, et c'est un peu tous ces éléments-là auxquels je voudrais attirer votre attention. Alors les enjeux économiques directs pour les territoires, eh bien les voici, quoi. Hein, c'est que les enjeux directs pour les territoires, c'est quoi? C'est d'abord avoir des sites et des activités qui permettent d'attirer les touristes. Hein. Ainsi, par exemple, je vais prendre la Côte d'Azur, vous allez voir, on peut se dire, la Côte d'Azur, c'est bizarre parce que si je fais une comparaison Côte d'Azur, vallée de la Loire ou même région parisienne, sur Côte d'Azur, il n'y a pas la Tour Eiffel. Il n'y a pas non plus les châteaux de la Loire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, quoi, hein, voyez? Et dans ce cas, on n'a pas, on peut dire, de très très grands monuments spectaculaires, mais on a de la chance, si je veux dire, parce que Côte d'Azur, Ligurie, Toscane, Corse, il y a la mer. Et la mer, c'est un sacré potentiel. Mais il n'y a pas que ça, heureusement, parce qu'à l'intérieur de ces terres, qu'est-ce que vous allez trouver? Des commerçants. Des commerçants, des artisans, des artistes. Tenez, il y en a un qui nous a fait un bien énorme hein, à ce sujet, c'est Picasso, bien entendu. Parce que le jour où il est venu sur la côte, à Valoris, ça a boosté, si on peut dire, vraiment le tourisme de découverte artistique. Et du coup, la Côte d'Azur, par exemple, là, Fernand Léger, Chagall, Picasso, et en dehors de la région parisienne, c'est la plus grande concentration hein, d'artistes, de peintres connus aujourd'hui en Europe. Et puis, il y a les hébergements. Alors, les hébergements, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande sensibilité des touristes aux hébergements. Alors, les hébergements, ils sont nombreux. Il y a des BNB, il y a des gîtes, il y a des hôtels. Et je sais que chaque hébergeur, si j'ose dire, son problème, on connaît bien, hein, c'est de remplir toutes les nuits le plus longtemps possible sa structure, c'est une évidence. Hein. Et encore faut-il savoir comment il faut faire. Et puis, les communes. Alors, les communes, elles, ce qu'elles veulent, c'est faire connaître leur territoire. Voilà. Et je pense par exemple à des communes qui cherchent un truc. Et ce truc, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple la fête de la lavande. La fête de la lavande, c'est un truc, c'est un événement. Ça peut être un festival musical.
faire connaître la commune, ça peut être organiser des circuits équestres. Et je me rappelle avoir participé justement à un projet de circuit équestre sur Gurelou qui partait d'une commune qui se trouve à peu près à 20-30 km de la côte méditerranéenne, dans les Alpes-Maritimes, et qui permettait de faire une découverte à partir d'un circuit équestre qui passait par des montagnes voisines sur à peu près une cinquantaine de kilomètres. Donc, pour vous dire que, voilà. Et puis, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a une chance. La chance, c'est que le tourisme d'aujourd'hui, c'est pas une activité, c'est pluriactivité, quoi. Ça, c'est formidable. Moi, je dis souvent, il n'y a pas de grand et de petit tourisme. Il n'y a que, finalement, une bonne stratégie, quoi. Pour les segments de clientèle, les segments de clientèle, c'est très très important, quoi. Parce qu'aujourd'hui, qui sont-ils, quoi? Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des clients traditionnels. Alors, traditionnels, c'est quoi? Bon, ce sont des clients qui disent, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller passer un séjour à la campagne tranquille, hein. C'est un peu marmotte, quoi, hein, si on peut dire, voilà, traditionnel. C'est des gens aussi qui disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller, par exemple, dans une station balnéaire, et surtout passer une semaine, par exemple, dans une station balnéaire, dans un camping, par exemple, bien équipé. Et, bon. Mais les traditionnels, s'ils restent nombreux, parce que, attention, ce n'est pas parce que, nous allons le voir, il y a d'autres types de clients, ce n'est pas parce qu'on fait de l'acrobranche, ce n'est pas parce qu'on fait du cyclotourisme que tout le traditionnel a disparu. Je crois que ce serait une erreur de dire ça. La preuve, ce sont les croisières maritimes. Vous savez, les grands paquebots là, que nous voyons, là, les grands navires, 4000, 5000 personnes, imaginez. Hein, eh bien, souvent, ce sont des clients traditionnels, justement. Hein, et quand on regarde les programmes des croisières, qu'est-ce qu'elles font les croisières? Vous savez ce que j'appelle ça, moi, ces croisières? C'est des tours de lac maritime. C'est un lac maritime, la croisière. Que ce soit aux Caraïbes ou en Méditerranée, comme un navire de temps, il ne peut pas faire plus de 20 ou 24 nœuds, hein, alors c'est prévu de faire un tour pendant tant de jours à 24 nœuds. Et on s'arrête quelque part, si possible, pour faire une excursion à terre. Or, cette excursion à terre n'est pas toujours simple, et je sais que beaucoup de responsables touristiques s'en préoccupent, notamment pour amener les gens à Pompéi, pour amener les gens, par exemple, visiter, je ne sais pas moi, des sites archéologiques. C'est pas si simple. Et dernièrement, un de mes amis, d'ailleurs, qui a fait une croisière récente, il m'a dit, je fais une croisière sur un navire qui n'est pas trop grand. Alors, j'ai dit, quoi, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est 1200 passagers. Par rapport aux 4000, 5000, c'est beaucoup mieux. Hein. Alors, j'ai dit, ça s'est bien passé, la croisière et tout. Tu es allé où, là? À Naples, tu as été à tel endroit en Grèce. Alors, tu as fait des belles découvertes, des excursions. Il m'a dit, c'était très difficile. Comment très difficile? Il m'a dit, oui, parce que dans le port, nous, on était un petit bateau, mais il y avait 2, 3, 4 navires à 6000 personnes. Et quand on descendait à terre, on n'arrivait pas à se mouvoir. Ce qui montre bien que, là aussi, il va falloir beaucoup réfléchir, hein, les uns les autres sur la gestion de ces flux touristiques. C'est pas simple du tout. Hein, voilà. Et puis nous avons d'autres segments de clientèle. Alors, ces autres segments de clientèle, ce sont les seniors, les juniors. Alors ça, c'est une question d'âge, bon, bien sûr. Je sais bien qu'aujourd'hui, il y a des seniors qui sont encore en forme, j'espère que c'est mon cas, qui peuvent faire de la natation, qui peuvent faire des choses comme ça, c'est une question de santé, c'est tout. Alors, les seniors, d'ailleurs, ont des revendications aussi communes qu'avec les juniors. Par exemple, avoir du bio, connaître du bio, respecter la nature, l'environnement. C'est vrai dans les sociétés développées, il faut bien dire. Parce que je vais quand même rappeler la chose suivante. Si on fait du tourisme international, je vais rappeler que sur le 1,350 milliard de touristes dans le monde, il ne faut pas oublier quand même que plus d'1 milliard de ces touristes, ils ont d'abord bien mangé chez eux pour pouvoir faire du tourisme après. Et ça veut dire que tout simplement, il y a quand même, grosso modo, 80% des habitants de la planète qui n'ont pas encore accès au tourisme. Il faut quand même le rappeler. Et du coup, ces seniors et ces juniors, bon, ils ont évidemment en fonction de l'âge des choses différentes, mais les gatekeepers, regardez là, les gatekeepers, tout le monde voit ça, hein? Alors, qu'est-ce que c'est que les gatekeepers? Les gatekeepers. Eh bien, ce sont ceux qui sont en avant-garde. Hein? C'est-à-dire ceux qui partent quelque part où il n'y a personne, si c'est possible, hein, et qui sont les gardiens du temple. Alors, ça veut dire que, par exemple, on constate qu'il y a eu, il y a quelques années déjà,
des clients qui allaient à Mahé, dans des îles. Pourquoi? Parce qu'il y avait personne qui voulait être tout seul, hein, voilà, ou des plongeurs sous-marins qui allaient dans des endroits où il n'y a personne, etc. Hein. Donc ces gatekeepers, ils s'installent, et puis le jour où on va arriver trop de monde, ah, alors là c'est fini, le gatekeeper c'est ailleurs. Hein. Il faut le savoir. Alors ça, c'est une catégorie très à part, mais qui joue un rôle important, parce que ce sont ces gens-là, souvent, qui ensuite entraînent le tourisme plus de masse. Hein, parce qu'ils colportent une image, et souvent, ce sont des personnages connus. Et ça aussi, c'est très important. Hein. On voit très bien que des gens du showbiz ou de la jet set, bah, parce qu'ils vont à Saint-Barth, les gens veulent aller à Saint-Barth. Voilà, c'est des exemples classiques. Et puis, il y a les groupes sociaux, des groupes familiaux. Alors là, nous rentrons dans des catégories qui sont des catégories, soit par exemple des comités d'entreprise, ça peut être aussi des groupes religieux, ou les groupes familiaux, c'est un peu plus limité, mais ça joue aussi, les liens familiaux peuvent être aussi un élément je dirais, de starting touristique. Puis il y a des groupes culturels. Ah, il y a des groupes culturels, oui. Alors, les groupes culturels, il y en a c'est très large aussi. Il y en a qui demandent à aller visiter des lieux qui sont des lieux particulièrement intéressants, qui veulent faire que de la culture, qui veulent faire des circuits culturels. Et les aventuriers. Ah, les aventuriers. Alors ça, ils sont très intéressants, ces aventuriers. Ce sont ceux qui veulent aller dans des endroits un peu difficiles, quoi. Alors c'est l'Amazonie, par exemple. Alors heureusement, nous, ici, dans notre région, on n'a pas trop d'Amazonie. Hein. Peut-être qu'on pourrait dire les aventuriers, ici, bon, c'est quoi? C'est des gens qui plutôt veulent aller en dehors des circuits classiques, quoi. Hein. Ils veulent aller, par exemple, dans l'arrière-pays, dans des montagnes, il n'y a pas trop de monde, faire de la randonnée, connaître un petit peu des artisans ou des gens ou des producteurs agricoles qui sont hors des circuits. Et puis, il y a ce qu'on appelle le tourisme d'affaires et les congrès. Alors là, je dois dire que, bon, affaires de congrès, bien sûr, la France, il faut le savoir, est une des grandes destinations pour les affaires et les congrès. En somme, en France, il y a 3 endroits où on fait du tourisme d'affaires de congrès. Bien sûr, le bassin parisien d'abord. Hein, le bassin parisien d'abord, qui lui, à lui seul, représente 3 quarts. Mais après, on a la Côte d'Azur, enfin, le tout cas de notre région. Et nous avons des palais de congrès, il y a Cannes, il y a Nice, Monaco, même si ce n'est pas exactement la France. Puis du côté italien, on a quand même Gênes. On remarque d'ailleurs qu'en termes de congrès et d'affaires, c'est beaucoup plus développé du côté français, entre parenthèses. Et même la Corse s'y est lancée là-dedans, hein, puisqu'il y a un palais des congrès à Ajaccio. Alors, les affaires. Bon, je dis que c'est un peu délicat parce que, attention, on a abusé de ce terme de tourisme d'affaires et de congrès. Parce qu'en réalité, quand il s'agit de salons professionnels, je parle bien professionnels, je peux vous dire que moi j'ai participé comme d'autres à tout ça. Vous savez ce que font les professionnels? Ils arrivent le matin, ils mettent le stand, ils bossent au maximum, ils signent des contrats, et puis quand ils peuvent, ils s'en vont terminer. Il ne faut pas de tourisme. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On peut leur proposer quelque chose. Attention. On peut leur proposer quelque chose. Hein. Donc, ce sont des voyages d'affaires et des voyages de congrès. Alors, ce qu'il y a, c'est que si on a dans la région des possibilités, on peut toujours essayer de dire aux gens, voilà, écoutez, on propose, je ne sais pas moi, d'aller voir l'arrière-pays, les villages qui sont à côté, de faire une découverte. On fait des propositions. Si on arrive déjà, ne serait-ce qu'à en prendre 2 à 3%, hein, c'est déjà pas mal. Voilà. Et puis alors, les slower touristes. Ah, ça c'est la bonne, ce qu'on appelle le tourisme lent. Hein. Il y a même une association mondiale du tourisme lent. Hein. Alors, tourisme lent, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire partir à pied avec son chien pour aller jusqu'à Istanbul, c'est ça quoi? Je sais pas. Hein. C'est quoi? Alors, soyons clairs, quoi. Les slower touristes sont des gens qui ne veulent pas une consommation forte, qui veulent prendre leur temps pour bien connaître les lieux, pour rencontrer des gens, pour éviter, alors ça c'est le problème, pour éviter des gros transports ou trop de transports, vous voyez. Et c'est donc déjà un courant qui s'inscrit dans une courant de société, quoi. Une société bio, une société lente, avec les transports hybrides, enfin voilà. J'ai pris ces segments-là pour faire comprendre que ce sont des grands segments. Mais à côté de ça, tous ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des pratiques. On les pratique,
se divise en deux, hein, les pratiques. Si je dis ski, si je dis balade en mer, plongée, c'est ce que j'appelle les pratiques hard. Voilà, celles qui font du sport, où là vraiment il faut des équipements, où l'aspect physique est très important. Et puis il y a des pratiques soft, qui sont culturelles, spectacles, visites, randonnée tranquille, si j'ose dire, voilà, sur un sentier. Donc, il faut savoir que toutes les pratiques, quelles qu'elles soient, elles se divisent forcément en hard et en soft. Et je dis que lorsqu'on est professionnel du tourisme, il faut bien faire la différence entre ces deux choses-là et savoir où l'on va se positionner. Est-ce qu'on se positionne plus en hard ou en soft? Et la réponse est un peu la suivante. Pour se positionner, encore faut-il savoir sur quel territoire on travaille. Car c'est le territoire, en fait, qui va donner en partie la réponse. C'est évident. Si, par exemple, on prend de nouveau le Var, la Côte d'Azur, la Ligurie, eh bien, on constate que ces territoires, ils étaient au départ beaucoup plus propices finalement, surtout depuis le tourisme moderne, plus propices à des activités hard. Hein. Et il a fallu importer des activités soft par les musées, par exemple, par tous ces artistes qui sont venus alimenter un petit peu la culture locale. Et on voit bien que c'est d'abord donc des territoires qui doivent vous donner un certain nombre de réponses. Alors, du coup, là, je viens à quelque chose déjà, un premier élément qui est un élément fondamental lorsqu'on parle de marché de bassin clientèle. Les bassins de clientèle, souvent on nous dit, quelle que soit l'activité, hein, bassin clientèle, c'est autour, de plus en plus loin, etc. Mais pour le tourisme, on a identifié de façon très précise les 5 grands bassins de clientèle du tourisme à l'échelle mondiale. Regardez, vous avez une destination. Hein, je vous prends une destination. Si je prends par exemple Nice comme destination, hein, qui est quand même une grande destination, alors à Nice, on a le numéro 1, le local. Alors le local, on ne peut pas dire que c'est des touristes, les locaux. Hein. Les locaux, ils vont aussi bien sur la plage que les touristes. Alors le local, c'est pas négligé, parce que le local, il va servir justement à alimenter les musées, alimenter certaines pratiques. Et en même temps, les locaux, ils jouent un rôle parce qu'ils peuvent servir d'image pour les touristes qui viennent là. Mais le tourisme, pour la destination, commence surtout numéro 2, c'est le régional. Ah, le régional. Ce qui serait intéressant, ce serait de se dire, voyons, moi, je suis un hôtelier, je suis un artisan, quels sont mes clients? C'est surtout quoi? Des locaux ou des régionaux? Hein? Quand j'appelle régional, il faut s'entendre. Régional, ça veut dire, pour Nice, ça va jusqu'à Marseille, hein, c'est la région. Alors, combien y a-t-il de clients régionaux qui décident d'aller faire du tourisme un jour, 2 jours, 3 jours, par exemple, sur Nice? Et puis après, on arrive au numéro 3, national. Ah là, évidemment, quand on a une destination forte, on s'aperçoit que c'est surtout le numéro 3 qui devient essentiel. Puisque si on n'avait pas le numéro 3, c'est-à-dire les autres Français qui décident de venir sur la Côte d'Azur et dans le Var, évidemment, les hébergements, à ce moment-là, ils finiraient par faire faillite, quoi. Donc, le numéro 3, la clientèle nationale est essentielle. Et puis après, on peut viser plus. Ah, on peut viser l'international. Et dans l'international, il faut se positionner. On peut être sur le 4A ou sur le 4B. Alors le 4A, qu'est-ce que c'est? Ce sont les pays périphériques. Le 4A, on va dire, c'est l'international à l'intérieur du même continent, les pays proches. C'est l'Allemagne, c'est la Belgique, c'est l'Italie, c'est l'Espagne pour la France. Vous voyez, alors l'Espagne, c'est le problème, hein, parce que l'Espagne est avec la France, par exemple, comme régional, comme je veux dire 4A. Et puis après, on va chercher ailleurs. Alors ailleurs, c'est où? Ah, c'est plus loin. Pour Nice, ce serait aller chercher des gens dans le central, aller jusqu'en Russie. Donc c'est toujours infracontinental, mais lointain. Et ça va se compliquer. Je pense que beaucoup de professionnels le savent aussi bien que moi. À ce moment-là, les choses se compliquent. Ne serait-ce que pour organiser en temps les séjours, pour les transports, pour les prix, tout ça. Il faut savoir où on se positionne, quoi. Alors, si je suis artisan dans un arrière-pays, dans un village, moi, je vends des produits artisanaux. À la limite, ce n'est pas mon problème numéro 1. L'essentiel, c'est que j'ai des gens qui viennent. Alors, qui viennent à partir des croisières internationales ou qui viennent de très loin, ce n'est pas son problème numéro 1. Mais le problème, c'est surtout ceux qui sont en charge de la stratégie touristique.
hein, à savoir ce qu'on va faire. Je prendrai un exemple. Dans mon pôle, parmi les gens qui sont venus se blinder un peu plus, un jour, il y en a un qui est allé sur la Côte d'Azur. Bon, on l'a suivi, puisqu'il y avait un tuteur pour chaque personne. On l'a suivi, et lui, il a été chargé de développer la clientèle russe. À une époque, une quinzaine d'années, où il n'y en avait pas tellement. Eh bien, il a été très bon, quoi. On nous l'a dit, il était très bon, tant mieux pour nous, parce qu'il a, à l'époque, utilisé le digital au maximum, utilisé des moyens de com très modernes, et en même temps, il s'est déplacé pour aller vraiment voir des Russes, travailler avec eux, des Théo, des acteurs. Oui, c'est vraiment un travail de bénédicte. En tout cas, il faut savoir que c'est comme ça. Puis il reste le 5. Alors, le 5, ça c'est l'intercontinental. C'est les Américains qui décident de venir dans notre région. C'est maintenant les Brésiliens qui viennent. Les Brésiliens, oui, les Brésiliens qui viennent. Alors, les Chinois, alors les Chinois, attendez, les Chinois, on ne les voyait pas il y a 20 ans, hein, je peux vous dire. Et les Chinois, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a plus de 100 millions de Chinois qui partent de Chine pour faire du tourisme. Et d'ailleurs, à Paris, qui est quand même la première destination pour les Chinois, je suggérais d'ailleurs à l'hôtel de ville, je leur dis, vous avez les problèmes qu'on a avec la Tour Eiffel, hein. Tour Eiffel, il y a des côtés terribles, l'enjeu est dit, il faudra construire une deuxième, vous voyez, parce que ça arrangerait les choses, quoi. C'est pour vous dire que vraiment, et d'ailleurs je sais que les autorités, les responsables touristiques ici, dans les Alpes-Maritimes, ont fait des campagnes, hein, pour aller, ils sont allés en Asie, en Chine, pour dire, voilà, nous avons tel produit, telle chose. Bon, vous voyez, et quoi qu'on fasse, les 5 grands bassins de clientèle sont là, quoi, hein, voilà. Après, évidemment, il faut se positionner quand on zoome, hein, il faut arriver sur Aise, il faut arriver sur Bandol, alors là, après, c'est du zoom, et il faut savoir comment on se replace là-dedans. Enfin, les objectifs touristiques, qu'est-ce que c'est? Ben, les objectifs touristiques, les voici, je les rappelle de nouveau, hein. C'est que finalement, c'est quoi? Pour des professionnels, mais aussi bien que pour les gens du public, hein. Il faut être durable, il faut des emplois, il faut de la recette. En somme, c'est quoi tout ça? C'est le rêve, quoi. Alors, le rêve du touriste, c'est d'aller quelque part. Le rêve du professionnel, lui, c'est de durer, quoi, et d'avoir des bonnes retombées. Mais cependant, attention, pour faire tout ça, en dessous, vous voyez les entreprises, la rentabilité, les effets induits pour le secteur public. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler quelque chose parmi les objectifs touristiques. Certes, il faut faire venir les touristes. Certes, il faut avoir des facteurs attractifs, ce que nous avons dit avant. Mais quand on regarde de près et qu'on segmente exactement les séjours, la première chose, c'est que le touriste peut faire une halte. Une halte, qu'est-ce que c'est une halte? Ben, il s'arrête. Parce qu'il va voir, tiens, il y a juste un site à voir, là, un truc à voir. Ça peut durer, pas 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Voilà. La halte, c'est quelque chose vraiment de bref. Et la halte, elle peut faire partie d'ailleurs d'une excursion. Or, l'excursion, c'est plus qu'une halte. Parce que la halte, elle peut être gratuite, elle peut se faire, les touristes s'arrêtent quelque part pour prendre des photos, filmer un panorama. Mais l'excursion, c'est déjà quelque chose qu'on organise. Et l'excursion, attention, il y a 2 types d'excursions. Il y a l'excursion de la demi-journée, il y a l'excursion de la journée, puis il y a l'excursion de la semaine. Ah, c'est pas tout à fait pareil, hein. Et l'excursion, il y a d'ailleurs les agents de tourisme, les agences en proposent de toutes sortes, hein. Et ces excursions, il faut savoir aujourd'hui, surtout, quelles sont celles qui répondent aux demandes, hein. En sachant aussi, un rappel, que par rapport au tourisme marmotte dont je parlais autrefois, qui restait 3 semaines au même endroit, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui reste 3 semaines au même endroit. Ça c'est terminé. Quand on arrive déjà à vendre un package d'une semaine, c'est déjà pas mal, même si c'est loin, hein. C'est paradoxal de dire qu'on vend des packages d'une semaine dans des campings dans le Var, par exemple, ou dans des hôtels sur la Côte d'Azur en Ligurie, ou en Corse, hein. Eh bien, cette semaine, figurez-vous, on en vend aussi pour aller en Amazonie. C'est-à-dire qu'il y a des petits Théo très spécialisés qui prennent des gens depuis Paris, qui les amènent avec un avion pendant 10 heures, 11 heures de vol, et ils vont passer 5-6 jours découverte de l'Amazonie en pirogue, ce qui veut dire que, vous voyez, le facteur temps est un élément clé. Puis il y a le séjour sédentaire, qui existe toujours. Le séjour sédentaire, c'est celui qui fait qu'on passe, par exemple, une semaine à la campagne, dans la haute montagne, dans la Vésubie ou ailleurs,
et c'est un séjour sédentaire. Ça peut être un séjour sédentaire dans un hôtel. Alors, quand on a des séjours sédentaires, là, problème. Qui sont les clients qui veulent faire des séjours sédentaires? Est-ce qu'il s'agit de seniors? Est-ce qu'il s'agit de gens particuliers? Et tout ça, ça pose des problèmes. Parce que le séjour sédentaire, tout court, c'est-à-dire ne rien faire, c'est plus tout à fait la bonne. Et enfin, il y a le séjour itinérant. Alors lui, ce séjour-là, il marche assez bien. Alors itinérant, ça ne veut pas dire exactement excursion, parce que l'excursion a un but précis. On prend des bus, on prend des trains. Tandis que le séjour itinérant, ce sont des gens qui veulent découvrir un territoire à partir de petits opus. Hein. Par exemple, partir d'une vallée, aller sur une montagne, s'arrêter à tel endroit, ou alors faire un séjour itinérant cyclable, et tout ça, ou à moto, pourquoi pas. Et ce séjour itinérant, eh bien, il a pas mal de succès, il faut le dire. Et enfin, quelles sont les pratiques? Les pratiques. Alors, les pratiques, je signalais tout à l'heure des pratiques classiques, hein, mais il y a quelques années, la Commission européenne nous avait proposé, plusieurs experts de plusieurs pays européens, de réfléchir sur les pratiques. Les pratiques. Alors, qu'est-ce que c'est les pratiques? Des pratiques qui peuvent se transformer en tourisme, hein, surtout. Ainsi, par exemple, les pratiques musicales. Ah, bon, d'accord. Hein. Ou alors, des pratiques où on apprenait à des personnes à faire de la cuisine dans tel restaurant célèbre ou autre. Hein. Et vous savez combien de pratiques on avait recensées à l'époque, des pratiques de loisirs, si j'ose dire, des pratiques culturelles, 350. Alors c'est quand même un sacré nombre. Alors là-dedans, il faudrait aussi que si on était par exemple dans une agence de voyage ou chez un Théo, il faudrait vraiment segmenter tout ça de très près. Enfin, un élément clé que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais là, nous commençons à rentrer dans les clés, dans les moyens hein, pour faire de la stratégie touristique et voire pour être opérationnel. C'est d'ailleurs ce que nous verrons beaucoup plus dans la séquence prochaine. Hein. Mais le facteur temps, je l'avais dit au début, le rêve, c'est quoi? C'est du temps, c'est des services, c'est des prix, bien sûr. Eh bien, le temps basket est un indicateur fondamental. Bon, qu'est-ce que c'est que le temps basket? Je vais expliquer tout ça très simplement. Je suppose que beaucoup de gens sont allés visiter un monument, ont fait, par exemple, je ne sais pas, moi, une randonnée cyclable, quoi qu'on fasse, hein, que ce soit sport, soft ou pas, eh bien, je prends une journée. Voilà. Dans une journée, on peut faire un certain nombre de choses. Et on peut faire un certain nombre de choses en sachant aussi qu'il faut s'y rendre peut-être avec un transport, qu'il faut prévoir des séquences de repas, d'arrêt. Le temps basket, c'est le temps réel de l'activité touristique. Vous savez que contrairement au football, comme on ne savait pas trop comment rattraper le temps perdu, alors à la fin du match, on dit voilà, oui, il y a 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Bon, c'est vraiment à la discrétion du maître du jeu. Tandis que le temps basket, c'est comme si en football, hein, chaque fois qu'il y a une sortie, enfin, il y a une touche par exemple, football, tac, on arrête le chrono et on ajoute ça à la fin. Vous imaginez si on fait ça au foot, ben, le foot, il va durer pas 1h30, il va durer 2h30. Eh bien, le basket, c'est ça. Le basket, il n'y a que le temps de jeu qui compte, tout le reste, c'est du temps mort. Eh bien, en tourisme, c'est pareil. En tourisme, c'est pareil, parce que le temps basket, c'est le temps qu'on offre à des touristes, à des clients, le temps réel d'activité. Si ils font une activité sportive qui dure une demi-journée, formidable, ça va faire 3 heures, par exemple, dans la matinée. Si on leur propose après de faire une visite de site en 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'en arrive à, voyez-vous, à 1 heure, 6 heures. Pourquoi? Parce que si on atteint 6 heures basket, s'il y a 6 heures d'activité, on a 9 chances sur 10 de provoquer une nuitée. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça que ce temps basket, il est vraiment essentiel pour comprendre ça. Et je prends le cas de Paris. Paris, avec mon équipe autrefois, on a regardé en théorie hein, combien d'heures basket on avait à Paris si on voulait faire, par exemple, quelque chose. Eh bien, on a 80 heures de temps basket, qui explique que Paris, évidemment, il y a, quand on appelle ça, un feedback formidable, les gens reviennent. Alors, ce temps basket est très important et il faut savoir que c'est un des éléments clés pour fabriquer des séjours touristiques ou des stratégies touristiques. Je dis bien qu'il y a aussi les prix, qu'il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Nous verrons tout ça dans la séquence suivante. Hein. Et maintenant, je suis prêt à répondre aux questions éventuelles.
Alors, merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette présentation. On vous l'a promis en début de séquence, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez écrit certaines questions qu'on a notées et on va les poser tout de suite au professeur. On a Farid, Farid qui nous envoie sa question. Je suis un propriétaire d'un petit restaurant dans une petite agglomération d'arrière-pays et je souhaite diversifier mes activités. Quels sont aujourd'hui les secteurs porteurs dans le tourisme? Alors, il est vrai que, cher Farid, que pour répondre à votre question, d'abord, évidemment, il faut savoir très exactement où vous êtes, si vous êtes sur un circuit touristique ou pas. Bon. Mais l'arrière-pays a des éléments attractifs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les secteurs porteurs, en ce qui vous concerne, ce sont tout ce qui touche à la fois, évidemment, des excursions, éventuellement, mais ce sont aussi tous ces petits marchés, entre guillemets, qui sont vous savez, les cyclotouristes, les cyclos, les randonneurs, tous ces gens-là. Et puis, au-delà de ça, alors si vous avez des produits particuliers, je dirais la gastronomie locale et faire connaître la gastronomie locale avec des activités locales. Ça, ce sont des secteurs qui marchent assez bien pour les petits restaurants. Et en particulier, on peut conseiller, selon l'endroit où vous êtes, peut-être déjà des touristes, hein, de prendre des contacts beaucoup plus directs avec les sociétés, notamment les sociétés de transport, hein, qui sont très intéressées par ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pu répondre vraiment, mais voilà un petit peu quelques suggestions. Merci beaucoup. Alors, une deuxième question, cette fois, c'est Noël qui nous écrit. J'ai une auto-entreprise de création de bijoux artisanaux. Je souhaiterais m'insérer sur le marché touristique. Quels sont les principaux postes de dépenses des clients? Alors, vous savez, cher Noël, c'est vrai que les bijoux artisanaux, c'est fou ce que c'est appelé aux dames. Peut-être aussi aux messieurs d'ailleurs. Et partout où l'on va, où il y a des sites touristiques et des gens qui font des créations, c'est toujours très intéressant. Alors, le marché touristique, sur quel marché? Alors, ça va dépendre un peu de votre travail, c'est évident. Ça peut être un marché tout simplement. Les excursions, c'est vrai que c'est toujours un peu ambigu parce que ça dépend si d'abord il reste longtemps ou pas, et ça dépend dans quelle aussi localité vous êtes. Si vous êtes dans une localité comme Biot, c'est plus facile parce que déjà c'est un peu la stratégie de la commune. Hein, voilà. Sinon, il faut que vous fassiez connaître, quoi, ça c'est clair. Et il faut faire connaître auprès notamment des agents de voyage, des agents de voyage, des responsables du tourisme de votre commune. Et là, c'est vraiment aussi un problème de com, de participer, pourquoi pas. Tenez, participer quelquefois à quelques petits salons touristiques, c'est très efficace. Je l'ai remarqué. Hein, et tenez-vous au courant des fois de rencontres de petits salons touristiques professionnels où on voit effectivement des artistes qui font connaître leurs produits. Alors, une question suivante, question intéressante de Sarah. Je suis directrice d'un petit hôtel en Corse. J'ai été plusieurs fois plébiscitée pour des labels et des chartes de qualité. Alors, selon vous, quels sont ceux qui valent le coup? Bon, écoutez, d'abord, bon, je ne sais pas quelle est votre structure, hein, si c'est une structure importante ou pas, mais mettons que ce soit un petit hôtel. Il n'y a pas de petits grands hôtels à mon sens, il y a des hôtels de qualité. Alors, les labels qu'on propose, ça dépend. Moi, je pense que les labels qui peuvent vous intéresser, c'est en fonction de votre structure surtout et de la localisation, hein, de votre hôtel, si c'est déjà un secteur touristique ou pas. Les labels qui sont intéressants sont les labels d'abord qui touchent tout ce qui est hygiène, propreté, hein, des labels de qualité de service et des labels donc qui font que par exemple vous êtes pour le label green, vous savez, c'est-à-dire faire attention à l'eau, bien manager les locaux. Et puis, alors après, il peut y avoir des labels plus importants. Pour un petit hôtel, je sais même, vous savez, il y a ce qu'on appelle la marque Tourisme France, mais je ne sais pas si c'est spécialement ça le plus intéressant. Non, les labels que vous pouvez rechercher sont surtout des labels qui permettent de dire que vous assurez des labels dans un accueil qui soit très bon, par exemple, que certains labels qui sont connus pour l'accueil, des labels pour la qualité de vos prestations, de vos services et de vos locaux. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Une question suivante, François, qui nous dit « Je suis directeur d'une agence de tourisme dans le Haut-Var. Considérez-vous fondamental pour nous d'utiliser le temps basket pour fixer les types de séjours de nos clients ?» Alors, vous savez, quand on est dans le Haut-Var et pas tout à fait sur la côte, c'est évident que ça dépend là encore de l'endroit où vous vous situez.
le temps basket, pour vous, il est un peu, je dirais, c'est un préalable. Parce que c'est pas vous qui allez fabriquer le temps basket pour que les gens restent évidemment dans le haut-var. Mais par contre, si vous avez des produits d'excursion, il faut voir ce que vous vendez exactement. Si vous avez des produits d'excursion, si vous avez des bassins de clientèle, il faut réfléchir là-dessus. Et pour avoir un temps basket suffisant, ben, j'allais dire c'est un peu simple, il faut les maintenir le plus longtemps possible sur chaque étape. Voilà. Il faut trouver des endroits d'intérêt important, par exemple en recourant évidemment à des guides, pourquoi pas. Hein. Et le temps basket, c'est ça, quoi. C'est de dire qu'est-ce qu'ils font dans mon secteur géographique, qu'est-ce que c'est qu'on leur offre, combien de temps pour les maintenir, et si jamais ça ne suffit pas, alors là, c'est plus compliqué. Il faut inventer quelque chose. Quand on n'a pas, on invente. Alors on invente quoi? On invente quoi? Des événements, des foires, et des foires aux animaux. Et je pense à un exemple vraiment qui est hyper emblématique. Tout le monde connaît le Puy du Fou en France. Hein. Eh bien, moi, je me rappelle, quand le Puy du Fou n'existait pas, et que quelqu'un a eu l'idée de faire ça, c'était de dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait nous? On n'a pas de château, on n'a rien. Et quelqu'un a dit, mais au fait, vous vous souvenez, dans l'histoire, là, en étant plus loin de la Vendée, là, hein, il y a eu les histoires de la Révolution et tout ça. Et si on faisait un spectacle révolutionnaire? Ça a commencé comme ça. Et ce sont les gens du coin qui ont fait ça. Alors ça aussi, il faut voir aussi avec les habitants ce qu'on peut faire. Et le Puy du Fou, quand on y pense, a démarré sur une idée relativement simple, qui a repris la base historique. Et pourquoi pas réfléchir aussi aux héritages historiques que vous avez dans votre secteur géographique, et pourquoi pas les réutiliser. Merci. Donc une dernière question. On a Joël qui nous dit « Je dirige le service tourisme d'une CCI. Pouvez-vous préciser les destinations les plus porteuses actuellement ?» Bon, les destinations les plus porteuses, vous savez, j'allais dire, surtout dans notre région, il y a longtemps qu'il y a des destinations très porteuses, hein, j'allais le dire. Mais il faut dire que peut-être que les plus porteuses sont, paradoxalement, souvent aujourd'hui des destinations urbaines qui sont bien équipées, hein, en termes de sites culturels, d'activités, d'événements, voilà. Et puis qui sont aussi des centres urbains qui disposent aussi, il faut le dire, de grands moyens, je dirais, d'hébergement et surtout une diversité d'hébergements. Mais les destinations porteuses sont de plus en plus, si on regarde bien, des secteurs insulaires. Voilà. Mais ces secteurs insulaires, évidemment, ils ne sont pas toujours faits pour des séjours nombreux. Et il y a pléthore de gens qui veulent aller, par exemple, en Porquerolles, qui veulent aller sur les îles de Lérins, qui veulent aller en Corse. C'est vrai que c'est très important. Et les destinations mers, mais celles qui sont les moins bâties, si je veux dire, celles qui sont un peu les plus environnementales, sont très, très recherchées. Et en dehors de ça, les arrière-pays sont à la mode. Les arrière-pays sont très à la mode. Je pense par exemple à la découverte des villages perchés. Je pense par exemple à un village qui, lui, il a trouvé son truc, c'était les crèches du village de Lucéram, qui a fait beaucoup de pubs d'ailleurs. Donc c'est un peu tout ça. Hein. Alors disons que nature-culture, ce sont les destinations porteuses. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette présentation. Donc, nous l'avons précisé, c'est une première séquence. Une deuxième séquence va suivre. On va vous inviter, comme la première fois, par email. Vous allez recevoir un lien pour vous inscrire. D'ici là, nous restons disponibles si vous avez d'autres questions. On vous remercie encore pour votre attention. On vous dit à très vite. Merci.